Merci à vous, merci à Igor et Louis, merci à l'équipe musique du CRAL, merci à Esteban aussi. Alors je précise tout de suite les limites de mon intervention. J'ai bien compris qu'on s'orientait vers la présentation d'études de cas, et moi je serais à un niveau de généralité tout à fait autre, même si je prendrais, si j'en ai le temps, donc j'ai bien noté que j'avais 40 minutes, je prendrai ici et là quelques exemples ponctuels, mais très superficiellement considérés. Par ailleurs, votre problématique est centrée sur le XXe siècle, je me payerai le luxe de remonter un peu dans le temps, puisque je pense que la problématique qui est la vôtre, en tous les cas qui est la mienne, je ne vais pas vous annexer, a un rapport évident avec une notion qui serait celle d'une éventuelle modernité politique qui ne se limite pas au XXe siècle. Bon, donc communication à caractère général, voire générique, et systématique, voire théorique. En fait, j'ai fait l'erreur de répondre oui aux organisateurs, parce que l'occasion a fait le larron. C'est un dossier que je n'avais pas rouvert depuis très longtemps. Mais qu'en même temps, j'avais l'intention de rouvrir de toute façon à la rentrée prochaine. Donc, vous avez simplement bouleversé mon agenda, et je vous en veux beaucoup. Voilà. Parce que ça se situe dans la continuité d'une recherche commencée il y a effectivement près d'une trentaine d'années sur l'histoire des politiques symboliques dans les sociétés, précisons dans les sociétés modernes, pour l'article. Et je ne reviendrai pas sur la définition de société moderne. Ça nous entraînerait comme la notion de chanson populaire, de musique populaire et de culture populaire, tellement loin que alors là, le champagne sera chaud. Hein. Donc je vais simplement, en avançant la problématique de l'emblématique sonore, formule que j'avais utilisée dans quelques textes programmatiques, effectivement, vous accompagner dans votre réflexion en faisant d'abord retour sur la place de cette emblématique sonore dans le système d'ensemble des politiques symboliques, puis à partir de, à vrai dire, je m'en expliquerai rapidement tout à l'heure, à partir de la catégorie dominante, proliférante, mais pas exclusive du type, évidemment, des hymnes nationaux, je me centrerai progressivement là-dessus, ébaucher une périodisation du phénomène, ou plutôt les cadres de cette périodisation. Et enfin, esquisser, vraiment esquisser seulement, d'autant plus qu'à ce moment-là, il me restera 2 minutes, une analyse plus au fond des objets de la catégorie. Alors, je suis désolé de ne pas avoir pu écouter ce matin Philippe Brault, mais comme je lui disais tout à l'heure, c'est sans doute une bonne chose pour moi, parce que si j'avais écouté, peut-être que ça m'aurait découragé de prendre la parole ce soir. Donc, voilà. Parce que je pense qu'on va peut-être se chevaucher ou se rejoindre. J'espère qu'on va souvent se rejoindre plutôt que se contredire. Si on se contredit, ce sera pour la table ronde de tout à l'heure. Bon, alors l'emblématique sonore, ma formule, hein, avec tous les guillemets que vous voulez, au sein du système des politiques symboliques, des politiques symboliques au sens restreint, on pourra peut-être y revenir, par rapport à ce que j'ai cru comprendre comme une acception large, adoptée, et pourquoi pas, par vous pendant ces 2 journées, de la notion de politique symbolique. Donc l'emblématique sonore au sein d'un système des politiques symboliques au sens restreint part du constat, donc politique symbolique, que l'agent politique met en jeu au moins 3 instrumentations. D'abord l'exercice intrinsèquement coercitif de la violence publique, dite puissance publique, le monopole de la violence réelle, et pas seulement symbolique, étant, pour détourner légèrement Max Weber, le monopole des États. Deuxièmement, l'usage intrinsèquement persuasif de l'action rhétorique, qui ne se limite pas à la, entre guillemets, propagande, mais qui la comprend. Et enfin, troisièmement, le recours intrinsèquement charismatique, pour moi, au procédé symbolique, mettant en jeu le sensible comme moyen, bon, l'émotion comme ressort, je n'insiste pas. Le symbolon, ne se définissant jamais aussi bien qu'en tant que signe de reconnaissance, la politique symbolique comprendra l'ensemble des dispositifs sensibles ressortissant à cette 3e catégorie, qui, bien entendu, entretient des rapports étroits avec les 2 précédentes. Je dis dispositif, c'est-à-dire que j'aurais tendance, dans cet exposé d'une trentaine de minutes maintenant, à me centrer sur les objets dans leur matérialité ou leur immatérialité, plus que sur les autres dispositifs plus théoriques, les discours justificateurs de l'usage du symbolique, qui sont une grave question en soi, que je ne ferai que vraiment survoler. Peut-être qu'on retrouvera cette question-là dans la table ronde. Je dis matériel et immatériel, c'est un peu connoté, vous avez tous à l'esprit ce moment important qui a été la mise sur les autels par l'UNESCO de la notion de patrimoine immatériel depuis quelques années, et les conséquences que ça induit, puisque ça concerne directement vos objets,
dans le patrimoine immatériel susceptible d'être protégé par l'UNESCO figurent entre autres des dispositifs musicaux, chorégraphiques, etc. Et c'est déjà le cas. Le classement de ces dispositifs est déjà bien avancé. Alors, ces dispositifs peuvent être mis en jeu par les dirigeants, les collectivités nationales instituées sous le vocable de l'État, ou les autres collectivités territoriales, les prétendants, dirigeants, prétendants, les divers mouvements politiques, des partis aux syndicats, ou ce que j'appellerais les opinants, dits suivant les époques et les idéologies dominantes, les peuples, les suffrages universels, les sociétés civiles. Depuis les révolutions arabes, le peuple est une valeur qui remonte, un peu, vous avez peut-être remarqué. Bon. Alors, la finalité est toujours la même, créer, entretenir ou renforcer le lien social par l'agrégation du groupe autour des signes en question, le tout conduisant à l'incorporation à la fois, premièrement, de l'individu dans la collectivité, deuxièmement, de la collectivité elle-même qui prend corps. Du coup, et le du coup, c'est un coup de force symbolique, parfois un coup d'État, au moins un coup de force symbolique, le lien social devient lien politique. Alors, toute politique symbolique tend du même mouvement à spécifier, voire séparer, pour mieux rassembler. On l'a évoqué tout à l'heure, voire unifier. En vertu du principe élémentaire, tout ce qui unit sépare. Bon. Alors, au fond, le secret, entre guillemets, bien sûr, je n'y crois pas, de la politique symbolique, ce sera de posséder, toujours avec des guillemets, les corps pour mieux rallier, toujours avec des guillemets, les esprits. Donc, rhétorique. D'où, à ce stade, effectivement, l'intérêt de lire, ce que je ne ferai pas maintenant, les textes théoriques justifiant le recours, en particulier à l'emblématique sonore, peut-être dès Luther, voire avant, et jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'instrumentarium des politiques symboliques, sinon le détail, du moins dans son fonctionnement général, distingue, d'après moi, deux catégories qui ressortissent à la signalétique, la catégorie de l'emblématique, la catégorie du monumental, et puis une troisième ressortissant plus à la dramaturgie, la catégorie du rituel. L'emblématique formalise et affiche, je rappelle qu'embléma en grec est de l'ordre du plaquage, embléma, donc affiche, formalise et affiche le signe d'identité, qui est transformé, du coup, ipso facto, en signe de reconnaissance. Le monumental érige des lieux de mémoire, monumentum, variété architecturée, y compris sous sa forme sculptée, de la signalétique. Enfin, le rituel met en jeu les deux instruments précédents, met en scène les corps individuels et met en ordre le corps social. Et le tout dans un rapport modifié à l'espace et au temps. Alors, au sein du système des emblèmes, si la sollicitation des sens met d'emblée en avant, d'ailleurs dans embléma, c'est très clair, la vue, voire le toucher, pourquoi pas, toucher le drapeau, sensualité de l'étoffe, etc. Je n'insiste pas là-dessus. L'ouïe est loin d'être absente, ni secondaire. Et j'avais donc, dans ce texte de 2000 que vous m'avez fait l'honneur de rappeler, proposé d'aménager, mais c'était quelques lignes, au sein de la réflexion sur les politiques symboliques, un espace à l'emblématique sonore, au sein de laquelle, vous voyez que c'est un peu je me centre peu à peu en entonnoir sur cette notion, et je ne reviendrai pas donc directement sur rituel, les autres emblématiques, etc. Emblématique sonore au sein de laquelle je pensais qu'il fallait distinguer au moins deux catégories d'instrumentation, l'une ressortissant au verbal, l'autre au musical. Là aussi, on ne va pas prendre les frontières trop au pied de la lettre, mais bon, pour clarifier les choses. La première se déclinerait principalement entre cris de ralliement, essentiellement sonore, et devise, formulation verbale dont la destination finale dans les sociétés modernes, où le pouvoir politique a toujours à voir avec l'écriture, est d'être écrite, et même plus fondamentalement inscrite. On a créé l'Académie des inscriptions et belles-lettres sous la monarchie pour ça, Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est à ce stade qu'il importe de rappeler que le mot slogan, terme adopté par la science de la publicité dans les années 20 en anglais, ce qu'on appellera bientôt le marketing, dans les années 30, vient d'un mot gaélique qui définit le cri de ralliement des clans écossais, qui apparaît en anglais au XVIe siècle, généralisé comme cri de ralliement, pas seulement des clans écossais au XVIIe siècle. Bon, je n'entre pas dans le détail, mais on voit le lien qu'il peut y avoir avec la lutte entre les jacobites, les partisans des Hanovres, etc., qui nous donne par ailleurs le God Save the King. Il y aurait à ce stade déjà beaucoup à dire sur l'origine
la composition, la signification des devises de l'instance politique. C'est par exemple toute l'histoire de la devise républicaine française, celle de ses avatars, valse, hésitation, réduction, amplification, avec même des cas, par exemple, d'interminables devises. Regardez, écoutez plutôt la devise adoptée en 1893 par le directoire du département de la Seine, unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Bon, ça n'a pas tenu. Hein. Voilà. Jusqu'à la stabilisation de la Deuxième République sous la forme liberté, égalité, fraternité. Quant à l'intérêt d'analyser les valeurs ainsi cristallisées de manière schématique, il ressortirait aisément de la confrontation, par exemple, je vais m'arrêter assez vite là avec la devise, la confrontation entre la logique libérale-démocratique des 48 arts, liberté, égalité, et on ajoute fraternité, et le choix strictement organiciste du triptyque érigé en ces lieux et places par la France de Vichy. Travail, famille, patrie. Hein, on est dans l'organicisme. L'emblématique musicale, maintenant, à laquelle je consacrerai l'essentiel de ce que je vais dire maintenant, même la totalité, n'est pas quand même étrangère au type de la devise. J'avais noté, mais je crois qu'il y a des spécialistes dans la salle, que dans le rituel franquiste Cara al Sol, il y a d'abord le chant, et puis il y a Una, Grande, Libre et Arriba España. Donc effectivement, il y a un lien entre l'hymne et puis la profération du cri de ralliement, qui n'est plus tout à fait l'hymne. Hein. Et c'est un bloc, si j'ai bien compris. De toutes les façons, l'emblématique musicale ne se limite pas aux différentes formes du chant politique, la musique instrumentale y a sa place, parfois même la chorégraphie. J'ai découvert, en révisant un petit peu mes fiches pour vous, que l'hymne du Bhoutan détermine une chorégraphie, parce que comme il utilise une mélodie traditionnelle bhoutanaise qui suppose la chorégraphie, eh bien, normalement, quand on exécute l'hymne national du Bhoutan, il faut aussi exécuter la chorégraphie. Ce sont des pistes intéressantes. Mais enfin, il n'est pas moins significatif que cette place de l'instrumental, je ne parle même pas de la chorégraphie, sera seconde dans les deux sens du mot, minoritaire, par rapport à des exécutions avec chant, et le plus souvent dérivée de la forme lyrique, comme une forme lyrique privée par les circonstances et comme temporairement de la parole. Toute l'histoire que plusieurs d'entre vous connaissent, des hymnes qui n'ont pas de parole, mais qui n'ont pas de parole pour plusieurs raisons, parfois parce qu'on leur a retiré la parole, d'autres fois parce qu'ils n'en ont jamais eu, et c'est toujours problématique. Moi, ce qui me frappe, simplement en tant qu'observateur, je n'ai pas à la limite d'avis là-dessus, c'est que ça reste problématique. Il y a des concours pour trouver des paroles, et puis, bref. Et d'ailleurs des échecs pour leur redonner la parole, mais ça c'est un autre problème. Au sein de l'emblématique sonore de la société politique moderne, le plus large espace sera donc occupé par la forme chantée, et au sein de la forme chantée, par celle, c'est pour ça que j'y arrive là aussi par entonnoir, qui dans la culture religieuse, bien sûr, il faut enfin parler de religion, et puis après ne plus s'arrêter, est vouée à la célébration de la divinité, à savoir l'hymne, anthem en anglais, etc. On est clairement dans les transferts de sacralité de la modernité politique, transferts de symbolique. Alors, sous l'angle des statuts, j'ai bien noté, c'était d'ailleurs votre propos, qu'il est évident qu'il faudra distinguer les hymnes de sociétés politiques, partis, syndicats, mouvements divers, le Horst Wessel-Lied, Cara al Sol, la marche péroniste, etc. Et puis aussi, et j'ai bien compris que ça faisait partie de votre problématique, mais ça ne sera pas la mienne ici, les œuvres musicales investies d'une fonction politique, je dirais du temps des cerises au groupe Zebda, bon, et puis les hymnes nationaux, sur lesquels je vais me concentrer. Sous-catégorie dans laquelle je vais puiser mes exemples, quelques exemples rapidement, en raison en particulier de la relative homogénéité du type, du fait qu'à partir d'un certain moment, qu'on peut situer à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, il y a modélisation, implicite, explicite. Bon. Et le type se trouve de plus en plus soumis à un certain nombre de contraintes, ou se croit soumis à un certain nombre de contraintes. Donc on a un type relativement homogène, ce qui peut-être d'ailleurs en limite l'intérêt, parce que ça en appauvrit aussi la diversité, mais ça c'est une autre affaire. Il y a clairement une commande sociale en jeu là, et qui est plus ou moins explicite, mais qui finit par s'expliciter. Alors celle en interne des nouvelles sociétés politiques de la modernité, caractérisée par la naissance, l'affirmation, la généralisation de la forme de l'État-nation. Autrement dit, de l'État issu de l'association, c'est ma définition personnelle qui n'engage que moi, je le précise tout de suite, parce que je m'expose, l'association de l'identité ethnique et de la souveraineté populaire. Et quand vous associez les deux, vous obtenez la nation. Sacralisée, bien entendu, dans le cadre de la construction d'une modernité politique avec des transferts de sacralité. Je rappelle que
il existe dans le domaine de la symbolique des cas de blasphème retentissants. Le flag burning, brûler le drapeau aux États-Unis, on est vraiment dans le domaine du blasphème. Tout ça pour interroger cet hymne de l'État-nation, principalement, quelques hymnes de parti au passage pour illustrer mon propos, sur deux plans très généraux. Et d'abord, donc deuxième point de ma communication, sur les conditions d'émergence, plus encore que les circonstances, de ces hymnes politiques et principalement nationaux. Alors, la typologie peut être poursuivie plus loin encore par la prise en considération, en effet, des acteurs qui entrent en scène dans le processus d'élaboration, qui permettent de comprendre la périodisation de tout ça. Des acteurs qui deviennent, d'ailleurs dans la foulée, des auteurs, à auctors, puisqu'ils contribuent à augmenter, à accroître cet espace du symbolique. Alors, ce qui me frappe, en y réfléchissant à votre incitation, parce qu'au fond, je n'y étais jamais retourné de si près depuis longtemps, c'est qu'il s'agisse des poètes ou des musiciens, parfois le même sera poète et musicien, dans ces hymnes, on a affaire à deux ou trois catégories qui se recouvrent en partie, mais qu'on peut distinguer. Chez les poètes, pour commencer, incontestablement, il peut y avoir un certain nombre d'auteurs, qui seront des politiques, qui ont une légitimité politique qui leur permet de faire cette proposition. Ça concernera plutôt, me semble-t-il, un certain nombre d'hymnes de parti, puisque j'ai parlé de Cara al Sol, c'est le cas pour José Antonio. D'autant plus que nous sommes devant une organisation identifiée à son chef, d'autant plus chef d'ailleurs, on le sait, pour José Antonio, qu'il disparaît très vite et devient chef fantôme, doublé d'un martyr, donc irrécusable. Mais j'ai bien noté au passage, pour ne prendre qu'un exemple que plusieurs d'entre vous doivent connaître mieux que moi, l'Abidjanaise, Côte d'Ivoire, si j'ai bien compris, les deux auteurs sont, les paroles, sont des ministres, rien de moins que des ministres. Donc on a effectivement cette configuration-là, je ne multiplie pas les exemples. Plus souvent, on aura affaire à des littérateurs qui seront de la catégorie des littérateurs de second rang, dans la légitimité, certes a posteriori, qui n'est peut-être pas la plus importante, mais enfin qui compte quand même, mais aussi contemporaine, d'après un certain nombre d'éléments sur lesquels il faudrait discuter. Je n'entre pas dans le détail. Quand on regarde de près la confrontation des réputations, beaucoup de ces littérateurs sont des petits maîtres dans le système même contemporain, sans parler de la posteriori. Bon, c'est clair, par exemple, pour Hoffmann von Fallersleben, pour le chant des Allemands, donc l'hymne allemand, dont on voit bien que l'œuvre est extrêmement déterminée par le rôle qu'il jouera dans la constitution du texte de référence de l'identité nationale allemande au XIXe siècle. Je prends un exemple qui n'a pas apparemment la même consistance, mais comme c'est un pays qui m'avait intéressé il y a quelques années, dans l'hymne albanais, le poète est un poète albanais qui va passer l'essentiel de son temps en Roumanie, qui, après avoir écrit le texte de l'hymne albanais en Roumanie d'ailleurs, vient une fois en Albanie au début de l'indépendance albanaise. Bon, l'hymne est de 1912, l'indépendance albanaise, vous n'ignorez pas, de 1913. Donc 1913, repart vers la Roumanie, reviendra dans les années 30 sous Zog Ier en Albanie et repart tout de suite en Roumanie. Donc un poète qui, pour la culture albanaise, est extrêmement périphérique, même s'il écrit en albanais. En général, on a affaire à des poètes politiques. C'est une généralité, il y a des exceptions, mais des poètes politiques. D'ailleurs, von Fallersleben, c'était ça. Son principal recueil s'appelle Poèmes politiques. Donc, une catégorie instrumentalisée de poètes, importante pour les contemporains, mais qui ne garantit pas leur passage à la postérité. Et puis, vous avez des cas limites, c'est-à-dire des écrivains plus que des écrivains. Des poètes amateurs, la frontière entre poète amateur et poète professionnel, on peut la justifier, je la justifierai éventuellement dans la discussion, mais je la pose là, vous me croyez sur parole, des poètes amateurs, à la limite connus pour pratiquement cette seule contribution. Par exemple, l'auteur du texte de La bannière étoilée, ce qui est quand même pas rien. Avocat assez obscur, Francis Scott Key. Bon. On retrouve un petit peu cette préoccupation et cette limitation, mais intéressante, avec les musiciens. Je
dirais que ce qui jouerait un peu le rôle des politiques, ce sont les musiciens officiels. On repère ici et là des compositeurs ou des arrangeurs, puisque ces hymnes ont une vie musicale complexe, assez souvent, qui sont en fait, j'allais dire, des maîtres de chapelle, enfin des chefs de musique républicaine ou royale. Pour reprendre l'exemple du bouton, tant qu'à faire, allons-y. Le compositeur est le chef de la musique royale, bien entendu, du bouton. Je vous donne son nom, comme ça mérite quand même que son nom soit prononcé Aku Tongmi. Mais après tout, la Brabançonne, par exemple, pour se rapprocher quand même de la France, un peu plus près que le Bhoutan, la Brabançonne doit sa version standard au responsable, presque au maître de chapelle, du roi des Belges en 1873, Bender. Alors évidemment, il y a des exceptions, mais des exceptions qui sont souvent du domaine du réemploi. Alors le réemploi de Haydn de 1797 pour le Deutschlandlied de 1841. Quelques compositeurs qui étaient plutôt identifiés à l'excellence musicale dans leur sphère, mais dont la production n'a pas forcément été celle qui s'est le plus enracinée. Hans Eisler pour l'hymne de la RDA, etc. La catégorie du petit maître, on la retrouve ici et là, au niveau musical aussi. Je prendrai un seul exemple, c'est pas quand même négligeable, l'hymne de la Chine populaire. Qui est le compositeur de l'hymne de la Chine populaire? Un musicien de studio de cinéma des années 30, qui a eu l'avantage d'être un membre éphémère du Parti communiste chinois avant de mourir noyé au Japon, dans des circonstances très obscures, qui faisaient que ce n'était pas un patriote de première bourre, puisqu'il se retrouvait à la fin des années 30 quand même, au Japon, pour être méchamment noyé. Bon, du coup, il pouvait rester, et il est éternellement, Nye Er, le compositeur de l'hymne actuel de la Chine populaire. Ce qui est peut-être encore plus important que le Bhoutan, quand même. Voilà. Rouget de Lille fait partie de ces amateurs, et on sait que de toute façon, donner à Rouget de Lille un rôle de compositeur est une vaste question. Au reste, souvent, la musique sera une reprise d'un air à la mode, ou qui plaît au poète qui s'en saisit et d'une certaine façon confirme son usage comme timbre. La bannière étoilée, la musique de la bannière étoilée est quand même, en dernière analyse, un air à boire populaire chez les musiciens britanniques, de la fin du XVIIIe siècle, plus de 40 ans avant le poème. Au total, j'aurais tendance à parler d'artistes organiques. Comme on a parlé d'intellectuels organiques, on a l'impression qu'on a affaire à des artistes organiques, mais en faisant une nette distinction entre ceux qui sont quand même des professionnels et ceux qui sont, au total, des amateurs. Une des questions que tout cela pose, que je me contente de poser, c'est celle de leur culture littéraire et musicale respective, et comment on la repère dans leur production. Mais, on l'aura compris, je ne suis pas musicologue, ni, entre guillemets, littéraire. C'est quand même une question fondamentale, évidemment. Alors, le processus d'élaboration permet de distinguer deux grandes familles, avec tous les intermédiaires qu'on peut imaginer. Une élaboration par le haut, prise de décision des élites, qui réunissent les conditions d'élaboration par un, deux ou plusieurs, un plus grand nombre encore d'auteurs. À ce moment-là, le gouvernement, associé ou pas à la représentation nationale, est un acteur important. On constate cette démarche-là dans pas mal de pays ayant accédé à l'indépendance au XIXe siècle, au XXe siècle, dans un mouvement de décolonisation, Amérique puis Afrique, etc. Mais aussi l'élaboration par le bas, qui est assez fondatrice et qui va hanter, d'ailleurs, les élaborations par le haut. C'est-à-dire l'adoption par les populations, je pense à la fameuse formule d'Ernest Renan dans Qu'est-ce qu'une nation? Le plébiscite de tous les jours. Le plébiscite de tous les jours d'une population en faveur de tel hymne plutôt que de tel autre. D'où l'origine souvent qu'on pourrait qualifier de triviale, mais en même temps, je dirais, alors là, faut-il dire populaire, je ne m'y aventurerai pas, d'un certain nombre de ces œuvres qui sont élaborées pour le théâtre musical et qui descendent dans la rue. Élaboration pour le théâtre musical, descendent dans la rue. God Save the King, mais l'hymne danois royal, c'est ça aussi. Théâtre musical, vaudeville au sens du XVIIIe siècle, on descend dans la rue, c'est fin XVIIIe. Et puis au XXe siècle, c'est le cinéma. Alors retour à la Chine populaire. Parce que cet hymne de la Chine populaire, c'est quand même extraordinaire de penser que c'est une musique de film.
c'est un chant dans un film de 1935. Fils et filles de Chine dans un temps de tempête. Enfin, c'est une des traductions possibles. Ce qui est important, c'est effectivement l'enracinement, puis la légitimation par les élites et par les institutions. God Save the King, à l'anglaise, de façon très pragmatique, la Marseillaise, de façon plus raide, à partir de 1795, avec les aléas que vous savez. Il faudra 100 ans pour que ça se stabilise. Du coup, ce qui paraît important quand on se pose la question de l'invention de l'hymne politique moderne, c'est d'affiner l'analyse, ce que je ne vais pas faire maintenant, il me reste une dizaine de minutes, de la dialectique entre ces acteurs sociaux, les institutions, les différentes élites, les différents représentants de supposées sensibilités populaires, bref. Ce qui est clair, c'est que quand on s'approche peu à peu du contenu, on constate que ces œuvres, qui vont être considérées comme des prototypes de l'hymne politique moderne, sont par définition, au départ, des œuvres mixtes, qui, par leurs origines, comme par leur contenu, mais d'abord ici par leurs origines, je reviendrai sur le contenu après, appartiennent encore en partie à l'ancien régime culturel. On peut avancer l'hypothèse que le premier hymne politique moderne serait l'hymne des Provinces-Unies. C'est une hypothèse assez séduisante en ce qui me concerne, parce qu'ayant beaucoup plus travaillé sur la vexillologie, donc les emblèmes de la catégorie de l'oriflamme, du drapeau, etc., que sur l'emblématique sonore jusqu'à cet après-midi, j'avais repéré que le premier drapeau politique moderne, c'est le drapeau des Provinces-Unies. Je voudrais quand même insister sur le fait qu'il se passe au XVIe siècle et au début du XVIe siècle quelque chose de fondateur dans ce qui deviendra ensuite les Pays-Bas, et qu'une des preuves de ça, c'est le destin du tricolore néerlandais, bleu, blanc, orange, virant au rouge au XVIIe siècle, bleu, blanc, rouge, qui se retrouve évidemment parmi les fondateurs des États-Unis, puis de la France moderne. Mais d'abord des États-Unis. Simplement, on ne peut pas se contenter de dire, vous savez les débats autour de ce qu'a pu écrire Pastoureau avec prudence sur le fait qu'après tout le tricolore, c'était peut-être pas une invention complètement française qu'avec les États-Unis. Évidemment, il faut remonter aux Provinces-Unies. Provinces-Unies, États-Unis, France. Alors, est-ce que ça fonctionnerait de la même façon sur le plan de l'emblématique sonore? Ce que je constate, c'est que l'hymne Guillaume de Nassau, XVIe siècle effectivement, est, par ses paroles en tous les cas, je ne m'aventurerai pas sur l'analyse de sa musique, du moins là, est un hymne qui appartient encore très largement à l'ancien régime culturel, pas par sa référence très prégnante à la religion, ça on va le retrouver dans quantité d'hymnes d'aujourd'hui, quantité d'hymnes qui sont officiellement des hymnes d'État-nation de 2013, font référence à Dieu. Si vous prenez la liste, je n'ai pas fait la statistique, mais j'aimerais bien la faire, la référence à Dieu est quand même très présente dans beaucoup d'hymnes. Non, c'est le rapport privilégié entre le prince et Dieu, puisqu'il s'agit effectivement d'un hymne qui s'appelle Guillaume de Nassau, et qui montre un prince dont le rapport au peuple est second, c'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est le peuple qui salue par cet hymne Guillaume de Nassau, c'est le dispositif linguistique du texte, mais c'est un prince qui, d'une certaine façon, n'a de compte à rendre qu'à Dieu, pas tellement au peuple, et qui est en révolte. C'est ça qui est l'élément de modernité, c'est le coin qui s'enfonce dans l'ancien régime culturel, qui est en révolte contre son propre prince, le roi d'Espagne. Ce qui est dit dans le texte, ce qui est quand même très frappant, c'est que le texte de cet hymne, qui est toujours l'hymne officiel néerlandais, pose des questions en termes du XVIe siècle. Et je ne reviendrai pas devant le spécialiste sur la question de la préhistoire du God Save the King, mais il est clair que là aussi on assiste à une émergence, là, 2 siècles plus tard, au XVIIIe siècle, d'une problématique où le peuple, le people, prend la parole sur le modèle, bien sûr, du peuple élu de l'Ancien Testament, puisqu'on est dans des cultures bibliques, qui fait qu'on est, certes, dans des formes de modernité politique, mais qui transige avec toute une tradition religieuse qui va être complètement évacuée par les hymnes laïques, à commencer par la Marseillaise, évidemment. Et là, on perçoit bien la radicalité de la Révolution française par rapport à la glorieuse Révolution anglaise. J'ajoute que la preuve du saisissement par
une forme de démocratie à la base de la Marseillaise, bon, désolé d'enfoncer des portes ouvertes, il faut quand même le rappeler, c'est son nom. Hein, elle ne s'appelle pas la Strasbourgeoise ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que, alors que ces auteurs, au sens restreint du terme, sont d'une certaine façon le commanditaire maire de Strasbourg, Rouget de Lille et quelques autres, c'est le ressaisissement par le bataillon des Marseillais, à la fois réel et mythique, mais quand même assez réel, qui lui donne son nom et qui assure sa popularité. Je vous renvoie, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, au très beau film de Jean Renoir, La Marseillaise, qui est la grande production identitaire, pour le coup, là aussi, du Front populaire, hein, subventionné par la CGT, le Parti communiste, enfin, un film assez exceptionnel dans l'histoire du cinéma français, et qui raconte ça, et qui le raconte, non seulement assez joliment, ça c'est un argument esthétique, de façon assez prenante, mais assez bien documenté. C'est-à-dire que même si, bien entendu, on a affaire à une fiction avec des personnages emblématiques, jusqu'à parfois donner la nausée, malgré tout, on connaît maintenant assez dans le détail l'élaboration du film. C'est un film qui s'était entouré de beaucoup de garanties, autour du jeune Albert Soboul, par exemple, Georges Lefebvre, etc., et qui montre bien comment se cristallise une identité nationale à travers une préparation au combat, et le combat final, qui est le combat final pour renverser la monarchie, Valmy étant évacué. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que ce ressaisissement par le peuple en action est sanctionné par des actes de violence éminemment politiques, les Tuileries, puisque c'est là que se baptise la Marseillaise, hein, c'est la préparation de l'assaut contre la monarchie et l'assaut aux Tuileries. Ce qu'on voit bien dans le film d'ailleurs, je ne sais pas quels sont ceux d'entre vous qui ont vu le film de Renoir, vous avez un moment assez émouvant, bien entendu, puisque Renoir, puisqu'il est Jean Renoir, est partagé. C'est peut-être encore mieux aujourd'hui à quel point il était partagé politiquement. Enfin, on pouvait déjà le sentir à l'époque. Il fait quand même jouer Louis XVI par son frère. Hein, bonjour Dr Freud. Hein. Et on voit aux Tuileries, c'est tourné à Fontainebleau, aux Tuileries, donc tourné en 1937, hein, 37, plein de connotations, des connotations concernant le roi de Prusse par exemple, tout le monde comprend ce que ça veut dire en 37. Bon. C'est un film passionnant sur tous les plans, et on voit les derniers défenseurs de Louis XVI qui s'agenouillent, qui tirent leur épée et qui chantent « Ô Richard, ô mon roi », bien sûr. Je rappelle que « Ô Richard, ô mon roi, l'univers t'abandonne », c'est pas vraiment le type d'hymne qui vous donne envie de partir à la conquête de l'univers, c'est plutôt la fin de règne, Crépuscule, c'est un film crépusculaire sur ce plan-là. Donc les Tuileries, et puis Valmy en septembre. Donc 2 actes de guerre, de surcroît victorieux. D'où l'importance de cet enracinement. La preuve du changement de rapport de force, c'est pas la peine que j'y insiste, c'est la réaction des réactionnaires, hein, c'est leur métier. L'hymne au souverain, hein, l'hymne à l'empereur, etc. C'est-à-dire que, je rappelle, que le drapeau blanc ne préexiste pas au drapeau tricolore. Le drapeau blanc est une invention des monarchistes provoquée par le drapeau tricolore. Et qui sont obligés, je simplifie, mais c'est quand même comme ça que ça s'est passé, et pas dans le sens inverse, d'inventer un drapeau blanc. Donc, bien entendu, l'hymne à l'empereur, chez les Habsbourg, c'est aussi une réponse. C'est un contre-modèle. D'où d'ailleurs le cas de situation de Halle, puisque j'évoquais tout à l'heure de Danemark, ce n'est pas le seul pays. Quand il y a maintien d'une structure monarchique, même de plus en plus, entre guillemets, symbolique, eh bien, il y a encore jusqu'à aujourd'hui disjonction entre l'hymne civil et l'hymne royal, qui n'est entonné et qui n'est joué qu'en présence de membres de la famille royale. D'une certaine façon, la France a connu ça, quand on regarde de près les travaux qui ont été publiés il y a quelques années sur Maréchal nous voilà. Puisque l'image que reconstituait un certain nombre de Français, résistants ou pas, de cette époque, et de moins en moins résistants puisqu'il y a plus de survivants, c'était que le régime de Vichy avait imposé Maréchal nous voilà à la place de la Marseillaise. Non. La Marseillaise subsiste, contingentée, réorientée, mais elle subsiste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça reste l'hymne officiel. On ne sait pas ce qu'il en aurait été s'il y a, mais... Et Maréchal nous voilà, c'est un peu l'hymne royal, qui est joué dans certaines circonstances, en présence du maréchal. Bon, je n'entre pas dans le détail. Les étapes suivantes vont montrer, au long du XIXe et du XXe siècle, États-nations et partis se doter de leur emblématique sonore, avec des modélisations par l'extérieur, comme en vexillologie.
où on peut distinguer, c'est ce que j'avais fait dans un texte déjà ancien, la famille des drapeaux s'inspirant du modèle états-unien, du modèle français, du modèle panarabe, du modèle panafricain, du modèle argentin, je signale, il y a une famille argentine de drapeaux, il y en a plusieurs, etc. Clairement, le God Save the King peut servir, qui sert de timbre, par exemple, au premier hymne suisse, qui avait pour musique la musique du God Save the King, et puis du côté de la modélisation française, la brabançonne jusqu'à, je dirais, la bidjanaise. Ce n'est pas une question de timbre, là, c'est plus subtil, mais clairement, il y a des rattachements famille. Dans le processus, on peut assister d'ailleurs à un mélange entre le haut et le bas. En Italie, finalement, le destin des hymnes, entre le 19e et le 20e siècle, ce sera le destin d'une marche royale qui va être promue par la famille de Savoie, et à partir du moment où le régime monarchique s'effondre, en 1946, le chant des Italiens qui continuait à exister s'impose. Le chant des Italiens qui correspond tout à fait à la description que je faisais, puisque Mameli, l'écrivain, c'est un poète amateur de 20 ans qui est tué 2 ans plus tard, etc. Et le compositeur, Michele Novaro, n'est pas vraiment Verdi. Bon. Même dans une démocratie comme la Suisse, il faudra choisir, et finalement, arbitrage, la victoire du cantique suisse par rapport à Aux montagnes indépendantes correspond aussi à un jeu subtil, une concurrence entre popularités. À l'heure actuelle en Iran, il semble bien qu'on ait affaire à une situation analogue, avec un hymne officiel dans les années 90, décrété par la révolution iranienne, par le régime, et puis un hymne patriotique qui n'est pas si vieux que ça, 1946, mais, là aussi 1946, mais qui est fortement investi par le patriotisme iranien, époque de Mossadegh, etc., ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 2 registres symboliques en Iran, et ce sera intéressant de voir ce qui se passera si, hypothèse, le régime islamique tombe. Alors, au-delà, on se trouve évidemment dans une situation assez classique, l'accession à l'indépendance, le changement de régime sous nos yeux, 19e, 20e, 21e siècle, provoque des choix d'hymnes tout à fait intéressants, qui mériteraient à chaque fois une analyse assez fine. Par exemple, la disjonction entre les choix d'emblématiques sonores en Afrique du Nord, où clairement les modèles sont les modèles de l'ensemble du Moyen-Orient, avec entre autres des variantes autour d'hymnes à Dieu, Allah Akbar et des grandes variantes, et puis l'Afrique subsaharienne, qui est dans la modélisation occidentale. Ça c'est clair, dans la majorité des cas. L'exemple le plus intéressant récemment de cette interactivité entre changement de régime et changement d'hymne, c'est la Libye, puisque, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque de Kadhafi? Le choix d'un hymne de la famille Allah Akbar, justement, panarabe, bien entendu, panarabe, puisque c'est Kadhafi. Et renversement de Kadhafi, retour à l'hymne de la Libye royale, sans le couplet en l'honneur du roi Idriss, bien sûr. Une situation assez classique. Je signale quelque chose de presque plus étonnant, quand même la situation actuelle de la Russie, avec un hymne national russe décrété à l'époque de Poutine, donc récemment, qui est la musique de l'hymne soviétique, lui-même d'abord hymne bolchevique, avec de nouvelles paroles, demandées au même auteur de paroles que celui qui a fait les paroles de l'hymne soviétique. Est-ce que je ne viens pas de vous décrypter le régime de Poutine? Bon, je ne veux pas surinterpréter, mais c'est quand même assez extraordinaire. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'entrée en modernité, mais j'arrive à la fin. L'entrée en modernité, le fait que même un pays comme l'Arabie saoudite est obligé dans les années 50, comme d'ailleurs le Bhoutan, d'adopter cette logique de l'hymne. Alors quelques considérations pour terminer, qui appartiennent plutôt à une analyse de contenu très superficielle évidemment. Il faudrait entrer dans le détail de l'analyse précise de la musique, des textes et surtout de leur combinaison de 150 et quelques hymnes actuels, plus les anciens. Bon. Ce qui me paraît clair, c'est que l'hymne politique standard mobilise 2 rhétoriques, 2 conventions, et à la limite toutes les rhétoriques, des conventions et des rhétoriques littéraires qui appartiennent à la poésie de célébration, avec éventuellement à la marge une dose de dénonciation de l'autre, dans une posture assez emphatique. Bolivien, le destin propice, couronne vos votes, etc. Bon,
La Guinée équatoriale aussi, c'est pas mal. Marchons en foulant les chemins de notre immense bonheur. Et c'est, j'allais dire, à peu près tout le temps comme ça. Bon. Musicalement, rhétorique du choral et de la marche, version statique, version ambulante. Importance de la référence à la tradition. Le fait que, littérairement parlant et musicalement parlant plus encore, on pourra se référer à une tradition musicale, la reprise d'airs dits traditionnels, qui le sont plus ou moins. Un exemple limite, c'est l'hymne israélien, la Hatikva, qui est une mélodie populaire de Moldavie, pas sans lien d'ailleurs avec la Moldau de Smetana, appliquée à un poème moderne d'un poète, toujours de la catégorie, des poètes de second, troisième rayon, inclassable, une sorte de juif errant de la poésie en hébreu. Donc ce qui est important, c'est qu'on est dans les années 1878, donc tout début de la renaissance de l'hébreu, la naissance de l'hébreu moderne. Naftali Herz Imber. Bon, il y aurait là aussi beaucoup de choses à dire. Un peu comme le poète dont je parlais tout à l'heure à propos de l'Albanie, un poète qui a fait clairement le choix du sionisme et dont le poème deviendra un poème de référence pour les congrès-sionistes, mais qui, très vite, quitte la Palestine qu'il avait rejoint venant de Bessarabie pour faire le tour du monde et finalement mourir aux États-Unis. Sur le fond, autocélébration de la communauté, autocélébration par deux voix, VOIES et VOX, une voix irénique, naturiste, qui conjugue le romantisme et le nationalisme. Le Danemark, il y a un pays charmant qui s'étend avec ses larges hêtres le long de la plage orientale. Notre vieux Danemark restera aussi longtemps que le hêtre reflètera dans le ciel. Que le hêtre reflètera sa cime dans la vague bleue, etc. Ça, c'est l'hymne civil. La Suisse. Et puis, une voix martiale politique, dont l'hymne français a été un bel exemple, et qu'on pourra retrouver dans un certain nombre d'autres pays. Et à ce moment-là, beaucoup d'hymnes vont jouer sur les autres symboles. Un certain nombre d'hymnes vont se réclamer du drapeau, par exemple, ou de tel ou tel monument emblématique. Une rhétorique toujours glorificatrice, mettant en avant la fierté et donnant à la nation de référence un rôle qui va au-delà de son identité propre, qui est souvent un rôle primordial. Bon, l'Égypte, mère des pays, hein, et ça peut se défendre effectivement. Bon, je ne peux pas entrer dans le détail. On est clairement dans une perspective où la sentimentalité s'identifie à la gloire. Il y aurait beaucoup à dire, et je ne peux plus le faire à cette heure-ci, sur les valeurs spécifiques qui émergent dans un certain nombre de ces hymnes et qui font la petite différence, la présence ou l'absence de la divinité, l'emphase mise sur telle ou telle valeur. Par exemple, dans la Brabançonne, la reprise régulière du fameux triptyque « Le roi, la loi, la liberté » qui définit un certain type de monarchie constitutionnelle, la manière dont est présenté le peuple palestinien dans l'hymne palestinien, la manière dont est présenté le royaume du dragon de tonnerre dans le Bhoutan, avec la mention explicite aux traditions monastiques, hein, dans le texte de l'hymne du Bhoutan, etc. Donc effectivement, ce serait assez intéressant de prendre une loupe. Je voudrais simplement, avant de conclure en deux mots, revenir en une minute sur la nécessité d'un certain nombre de ces hymnes d'aborder clairement la question de l'identité culturelle problématique. Quand, vraisemblablement, elle est tellement problématique qu'il faut l'évoquer même dans l'hymne, qui généralement gaze là-dessus. Peut-être qu'un des records, c'est le récent hymne afghan, qui n'est pas un enjeu secondaire. L'hymne afghan consacre 2 strophes à énumérer la totalité des, alors faut-il dire nationalités, des identités culturelles afghanes, sans, je l'espère pour ces auteurs, en oublier aucune. Donc j'ai plus le temps de vous lire, ça fait quand même 15 lignes. Hein. Les Baloutches, les Ouzbeks, bon. Voilà, ça dit également beaucoup de choses sur la situation actuelle de l'Afghanistan. Conclusion provisoire. Alors pour mémoire, une conclusion que j'ai laissée ce matin, je suppose, à Philippe Brault, puisque je ne l'ai pas entendu, sur l'efficacité de tout ça. L'efficace. Bon, vaste question. Deuxième partie de la conclusion, liée à ce qui précède d'ailleurs, faut-il conclure que l'investissement populaire autour de ces hymnes, nationaux ou de partis d'ailleurs, serait en crise comme serait en crise l'État-nation et le parti. Ça me paraît discutable, c'est-à-dire méritant d'être discuté, c'est peut-être ce qu'on va faire maintenant, parce qu'incontestablement, certaines aires géographiques
connaissent cette crise du symbolique traditionnel, tout en le transférant. Bon, on a évoqué tout à l'heure le sport. Il est intéressant de voir qu'effectivement, un des lieux où la symbolique continue à manifester une certaine efficacité, c'est le stade. Mais au-delà, il est clair que ces formes d'investissement dans l'emblématique sonore se trouvent en concurrence avec d'autres formes de communion musicale. On en a eu plusieurs exemples dans vos exposés. Donc on ne peut pas évacuer l'hypothèse d'une crise de cette emblématique sonore. En même temps, on voit bien que dans d'autres régions géopolitiques, dans d'autres conjonctures politiques spécifiques, la cristallisation sur l'emblématique sonore continue à peser de son poids. C'est repérable au Moyen-Orient, géographiquement, temporellement dans l'épisode des, entre guillemets, révolutions arabes. Et j'aurais tendance à dire, pour terminer, pour ouvrir la discussion, que la nécessité de l'hymne se vérifie encore aujourd'hui, mais vraisemblablement avec des formes qui vont s'éloigner progressivement de l'institution politique traditionnelle. Donc, il y a vraisemblablement une nécessité d'identification par l'emblématique sonore, mais qui va avoir à se combiner de plus en plus clairement avec un certain nombre de tendances profondes, au moins du monde occidental, mais ne sont-elles pas en train de se répandre ailleurs, en particulier l'individualisme et les formes de, entre guillemets, communautarisme. Mais là, j'avoue que ce sont de vastes problèmes qui dépassent peut-être ma compétence.